Kobané, dans le nord de la Syrie, fin janvier 2015. Des images de destruction post-apocalyptique. Ici, après des mois de combats acharnés, les Kurdes, soutenus par les frappes américaines, ont vaincu l'État islamique autoproclamé. Mais ils ont dû poursuivre la guerre contre Daesh ailleurs, 4 années de plus, jusqu'à la prise du dernier bastion de l'organisation en mars 2019. Les plaies sont loin d'être guéries, mais les Kurdes veulent reconstruire leur pays. Toutes les parties impliquées dans le conflit en Syrie ont leur propre plan pour la région, en particulier la Turquie, qui suit avec méfiance l'évolution de la situation et menace d'intervenir militairement. Dans ces conditions, de quelle liberté d'action disposent les Kurdes? Et quels sont leurs projets pour le Rojava, comme ils appellent le Kurdistan syrien? En route vers le Rojava, nous empruntons un petit bac pour franchir le Tigre, fleuve légendaire de la Bible qui marque la frontière entre l'Irak et la Syrie. Les Kurdes ont divisé leur territoire du nord de la Syrie en 3 grands cantons. Le Djezireh à l'est, avec la ville de Kamishli, la région de l'Euphrate avec Kobané et le canton d'Afrin. Afrin, la ville, située dans la partie ouest de la zone, a été occupée début 2018 par l'armée turque, qui affirmait y lutter contre le terrorisme. La Turquie a fortifié sa frontière, en partie matérialisée par un mur semblable à celui-ci, à Kobané. Depuis plusieurs années déjà, Ankara avait décrété un embargo contre le Rojava, que la Turquie considère comme une base arrière du PKK, le parti interdit des travailleurs du Kurdistan. Par le passé, nous avions pu nous rendre 2 fois au Rojava, en 2014 et 2015, quand les Kurdes commençaient à mettre en place leur gouvernement autonome. Ensuite, l'accès à la région est devenu trop dangereux pour les journalistes. Ce n'est qu'à la fin de l'été 2018 qu'un 3e voyage s'est avéré possible. Qu'est-il advenu du Rojava et des ambitieux projets de nos interlocuteurs d'alors? Pour le savoir, nous nous rendons à Kamishli, la plus grande ville de l'est du Kurdistan syrien. Après l'arrivée d'environ 1 million de réfugiés de guerre, on estime la population totale de la région à près de 5 millions de personnes. Ici vivent des Kurdes, mais aussi des Assyriens, des Arabes et des Turkmènes. Ils ont pris, ensemble, le contrôle de leur territoire, quand les forces gouvernementales syriennes se sont retirées de la région nord en 2013. Ey Avrupa Birliği! Kendinize gelin. Bak yine söylüyorum. Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Libre en 2012, puis par l'organisation de l'État islamique en 2014. Le barrage de Tishrin dispose de 6 turbines. Aujourd'hui encore, il faut le protéger contre d'éventuels attentats. Mais pour l'heure, les ingénieurs, eux, sont confrontés à d'autres problèmes.
Mehmoud Ebdi est responsable de la commission énergie pour la région. Il explique que l'apport d'eau en provenance de Turquie doit contractuellement s'élever à 500 mètres cubes par seconde minimum. Entre 2003 et 2011, quand la région était contrôlée par le régime syrien, le débit entrant était de plus de 500 mètres cubes par seconde, soit plus que ce qui était prévu par le contrat. En 2015 et 2016, quand la zone était sous le joug de l'État islamique, on est même monté à 643 mètres cubes. Mais une fois que l'État islamique a été chassé, on est descendu à 394 mètres cubes. Et en 2018, le débit est même tombé à 235 mètres cubes. Ça signifie qu'une fois les islamistes partis, la Turquie s'est servie de l'eau comme d'une arme contre nous. Ça entraîne de graves problèmes pour les habitants de la région. Le niveau de l'eau a baissé de façon dramatique, ce qui a de graves conséquences pour la population. Les hôpitaux, les boulangeries et les exploitations agricoles doivent souvent se passer d'électricité. Avec 2 turbines en service seulement, il est difficile de maintenir un approvisionnement minimum, sans compter les dégâts provoqués d'abord par l'armée syrienne libre, puis par Daesh. Nous avons remis le barrage en relativement bon état avec nos maigres moyens. Mais nous manquons cruellement de pièces de rechange. Celles que nous avions ont déjà toutes été utilisées. L'alimentation en électricité du Rojava par le barrage de Tishrin dépend donc de la Turquie. Mais comme on le craint au QG des forces démocratiques syriennes, Istanbul continuera par tous les moyens à empêcher la constitution d'un territoire kurde autonome à ses portes. Les FDS sont une coalition de différentes milices, largement dominées par les Kurdes. Elles sont renforcées par 2000 soldats américains. Début 2019, le possible retrait des États-Unis a suscité l'émoi. Ce qui nous inquiète, c'est non seulement l'occupation d'Afrin par les Turcs, mais aussi les tentatives d'y modifier la situation démographique. Ils font venir des gens d'autres régions, appartenant à d'autres groupes ethniques et religieux. Ils viennent de Damas, de Homs, de Hama et d'Idleb. On les incite à rester à Afrin et on interdit aux anciens habitants de retourner dans leur maison. Selon le porte-parole des FDS, les accrochages avec l'armée turque se sont multipliés après les événements d'Afrin. Ils engagent de petites provocations contre nos unités et quand nous réagissons pour nous défendre, ils nous accusent de les agresser et disent qu'on constitue un danger pour leur sécurité. C'est aussi comme ça qu'ils prétendent justifier leurs attaques contre les frontières syriennes. Pour les soldats des FDS, il est très important de coopérer avec les représentants civils de la population du Rojava. Chaque fois que nos unités libèrent un secteur dans lequel nous opérons, nous soutenons immédiatement la formation de conseils et d'administrations civiles pour cette zone. Nous poursuivons notre route pour rejoindre un poste des YPG, la milice féminine. Les jeunes femmes du Rojava ont développé une vision radicalement nouvelle de leur rôle dans la société, mais aussi dans le domaine militaire. Pendant des années, hommes et femmes ont combattu ensemble les milices terroristes de Daesh. Près d'un quart des effectifs des unités de combat seraient de sexe féminin. Denis et Bahar ont le grade de commandant. Elles se sont battues en première ligne sur de nombreux champs de bataille de cette guerre. Dans le civil, Bahar était comédienne. Après la guerre, je voudrais qu'on essaie de changer les mentalités et qu'on continue à développer notre projet dans la société. Beaucoup de jeunes femmes veulent très tôt rejoindre la milice et aller au front. Mais elles ne peuvent se battre que si elles ont 18 ans révolus.